n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à me dire l'association pour laquelle vous êtes bénévole ou vous travaillez. Et puis, à me dire voilà, si vous entendez bien, si vous voyez la présentation. On va commencer dans une toute petite minute sur ce webinaire sur les 7 bonnes pratiques pour gérer son association. Alors, en tout cas, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Mathilde, je travaille chez AssoConnect et je suis responsable des formations et des événements. AssoConnect, c'est un éditeur de logiciels de gestion pour les associations. En fait, nos fondateurs ont eu l'idée, en étant bénévole pendant des années dans une association, d'avoir un outil digital, une plateforme tout en un, où une association pourrait tout gérer, que ce soit la compta, les adhésions, le site internet, tout sur le même outil, plutôt que d'utiliser plein d'outils différents. Donc voilà d'où est partie l'idée. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 15 000 associations avec notre logiciel. Donc, on est ravis. Et puis, alors, bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, comme je disais, donc AssoConnect, c'est un outil, un logiciel de gestion pour les associations et on propose plus de 50 fonctionnalités. Vous pouvez aussi bien gérer votre comptabilité que créer une campagne de dons, d'adhésion, créer un site internet, envoyer des emails, etc. Donc, du coup, on a l'habitude en fait d'accompagner les associations dans un petit peu la digitalisation, la professionnalisation et puis sur différents thèmes, surtout qui touchent au numérique. Mais voilà, on accompagne beaucoup d'associations et on propose des formations toutes les semaines. Et donc, aujourd'hui, on va parler ensemble de les bonnes pratiques de gestion pour son association. Alors, on va pouvoir commencer. Il y a de plus en plus de monde qui nous rejoint, donc je suis ravie. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à m'indiquer dans le chat en cliquant sur discussion quelle association vous représentez et puis aussi votre rôle dans l'association. Comme ça, je pourrais adapter mon discours au type d'association pour laquelle vous travaillez, vous êtes bénévole. Bonjour Stéphanie, bonjour Jean-Raymond, bonjour Marina, bonjour Lucie, bonjour à tous, Ludivine, bienvenue Maïka. Alors, on est parti pour les 7 bonnes pratiques pour gérer son association. Donc aujourd'hui, au programme, nous avons gérer ses membres. Ensuite, je vais vous parler de comment gérer ses adhésions et ses adhérents, communiquer efficacement, être visible sur Internet, avoir une gestion comptable saine, puisqu'on ne peut pas vraiment y échapper, recruter et fidéliser des donateurs, et puis enfin, des bonnes pratiques pour démarrer ou poursuivre sa digitalisation dans son association. Tout dépend où vous en êtes. Alors, la première chose, on va attaquer avec gérer les membres de votre association. Donc, les différents enjeux qu'il y a autour de la gestion des membres, eh bien, en fait, c'est pour que vous puissiez avoir une vision claire sur les membres de votre association, pour pouvoir les contacter facilement et puis surtout être en conformité avec le RGPD, hein, le règlement général sur la protection des données, puisque vous le savez peut-être, mais depuis 2018, c'est obligatoire, hein, aussi bien pour les entreprises, mais également pour les associations. Donc, c'est important. Alors, les bonnes pratiques autour de la gestion des membres de l'association, je vais vous en donner 4 aujourd'hui. La première, c'est de mettre en place des règles de saisie des informations. En fait, il faut, en mettant en place ces règles, ça va un petit peu normaliser, rendre cohérent partout les données que vous allez, les informations que vous allez récupérer auprès de vos membres. Et ensuite, il faut déterminer qui a le droit de saisir des informations. Donc, soit c'est les adhérents qui vont peut-être adhérer en ligne et ils vont les saisir. Si c'est un bénévole, un salarié de votre association qui va le faire, voilà, il faudra déterminer donc qui a le droit de le faire. Et puis, lorsque vous faites un champ, lorsque vous faites par exemple une fiche d'adhésion, il faut identifier quels champs sont obligatoires, lesquels sont optionnels. Et puis,
parce que vous n'avez pas forcément besoin de récupérer des centaines et des centaines d'informations sur vos adhérents, sur vos adhérents et sur vos donateurs, etc. Et puis, un petit conseil, c'est de mettre un maximum de champs en tant que case à cocher plutôt qu'en texte libre. Tout simplement parce que, ne serait-ce que pour une chose simple comme madame, eh bien, il y a des personnes qui vont l'écrire en toutes lettres, il y a des personnes qui vont écrire MME, etc. Donc après, quand vous allez sur votre tableau Excel ou dans votre logiciel, quand vous allez essayer voilà, de trier, eh bien, si ça a été écrit de 1000 façons pour un seul mot, vous n'arrivez pas à vous y retrouver. Alors que si les gens ont juste à cocher des cases, bah, ça rend les choses plus faciles après. Ensuite, la chose importante, c'est de segmenter votre base de membres en groupes. En fait, ça va vous permettre de pouvoir retrouver facilement les membres auxquels vous avez besoin de communiquer. Évidemment, certains groupes vont peut-être pas beaucoup évoluer, les membres fondateurs de votre association, par exemple, mais il y a d'autres groupes qui vont évoluer régulièrement. Les bénévoles actifs, ou je ne sais pas si vous êtes sur une association sportive, par exemple, bah, le groupe des Benjamins, des Poussins, etc. Chaque année, évidemment, il évolue. Et c'est important d'avoir ces groupes préformés et puis pour ensuite vous faciliter la vie dans la gestion de vos membres. Ensuite, on y revient à ce RGPD. Il faut demander le consentement de vos membres quant à la collecte d'informations et vous expliquer pourquoi vous utilisez ces données. Vous pouvez le faire, par exemple, au moment de l'adhésion. Vous écrivez, vous informez parce que, je ne sais pas moi, par exemple, si vous demandez la date de naissance d'une personne, dans certaines associations, ce n'est pas forcément utile. Et si vous la demandez, c'est peut-être parce que, voilà, justement, si je reprends mon exemple de l'association sportive, vous en avez besoin pour savoir dans quel groupe d'âge cette personne va être. Mais voilà, donc on essaye au plus de respecter ce règlement général des données et on essaye de mettre à jour sa politique de confidentialité, de traitement des données. Et puis, on fait attention à qui a accès à ces informations. Quand vous récoltez des données personnelles sur vos adhérents, vos donateurs, etc., que ce soit par fiche papier ou que ce soit sur Internet, le RGPD s'applique aux deux, s'applique également au papier. Donc, les fiches d'adhésion, par exemple, eh bien, on ne les laisse pas traîner dans un classeur sur un coin du bureau, dans le local où tout le monde a accès. Non, c'est des données personnelles, des données sensibles. On les met dans je ne sais pas moi, si vous avez une armoire qui ferme, etc. Il y a juste une personne ou les personnes qui sont concernées qui peuvent y avoir accès. On fait attention à tout ça. Et puis, on peut être souvent perdu avec le RGPD. Donc, je vous invite à aller sur le site de la CNIL, la Commission nationale d'informatique et des libertés, qui ont créé pas mal d'outils qui peuvent vous aider. Je vous partage un lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Et puis, ensuite, la quatrième bonne pratique, c'est d'adopter un logiciel conforme au RGPD. Parce que si vous envisagez d'utiliser un logiciel pour vous aider, que ce soit pour votre compta, pour votre gestion des membres, etc., eh bien, regardez ces CGUV, enfin, conditions d'utilisation de vente, politique de confidentialité, parce que si vous, en tant que bénévole salarié, vous faites attention à respecter le RGPD, il faut aussi que les outils numériques que vous allez décider d'utiliser pour vous aider dans votre travail les respectent, évidemment. Alors, pour collecter des adhésions et gérer les adhérents, j'ai oublié de dire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Soit j'y répondrai au fur et à mesure, soit à la fin de la présentation, on prendra un temps pour parler et pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, les enjeux autour des adhésions, pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de sécuriser les paiements pour assurer votre trésorerie, de collecter les données indispensables sur les adhérents et puis de construire votre historique. Donc, pour cela, j'ai deux conseils. Le premier, c'est de proposer le paiement en ligne. Pourquoi? C'est plus rapide, c'est plus moderne, donc en fait, ça va être plus attractif pour vos adhérents. Pour vous, c'est bien plus simple en termes de suivi des paiements. Ça va vous éviter de devoir relancer les adhésions en cas de retard de paiement. Ça enlève le temps de latence entre le moment où vous recevez les adhésions et puis l'arrivée de l'argent dans vos caisses. Donc, vous évitez les trous dans les trésoreries. Avec les chèques, il faut le moment où on encaisse
enfin, au moment où on reçoit le chèque, le moment où on le dépose en banque, le moment où ça apparaît, etc. Donc, il y a une latence. Et puis, peut-être que vous dites, oui, mais moi, dans mon association, mes adhérents, ils n'ont pas l'habitude de payer en ligne, etc. Et c'est possible, hein, si vous avez, par exemple, des personnes, des retraités qui ont peut-être moins l'habitude, moins cette habitude de payer en ligne. Mais bon, sachez qu'il y a aujourd'hui, il y a quand même 85% des internautes qui achètent en ligne. En plus, je pense que cette année, avec le confinement, etc., je pense que certaines personnes qui n'avaient peut-être pas encore passé le cap l'ont fait cette année. Donc voilà, pour votre association, vraiment que ce soit pour vos dons, enfin là pour les adhésions en l'occurrence, c'est une bonne pratique de pouvoir le proposer. Et puis la deuxième, c'est de lier vos formulaires d'adhésion à votre base de membres. C'est-à-dire trouver un système qui permet de mettre à jour automatiquement votre base de membres, hein, avec les informations sur les nouveaux membres qui adhèrent ou les anciens membres qui renouvellent leur adhésion à la rentrée, par exemple. Donc, il y a des logiciels, à se connecter en est un, mais il y en a d'autres, hein, des logiciels de gestion qui vont vous faire gagner un temps fou et éviter les erreurs. Puisque là, je ne sais pas ce que vous utilisez en ce moment, mais si vous faites les adhésions, par exemple, sur fiche papier, ensuite, j'imagine qu'un de vos bénévoles passe du temps à ressaisir toutes ces informations, peut-être sur un tableau Excel, et puis, etc. Donc, il y a une perte de temps puisqu'on va ressaisir quelque chose qui a déjà été rempli par quelqu'un, c'est sujet aux erreurs, etc. Donc, quitte à faire, autant trouver des outils numériques qui vous permettent de faire ça automatiquement. Pour ce qui est de la communication de votre asso, pourquoi c'est important de soigner sa communication? En fait, de manière globale, votre communication, c'est la vitrine. C'est la vitrine de votre association. Elle est gage de sérieux. Ça véhicule l'image de votre asso et du coup, dépend en bonne partie le développement de vos activités. Hein, on l'a vu surtout cette année, comme on a été empêché de se rencontrer, d'organiser des choses en vrai, en présentiel, et puis qu'on ne pouvait pas communiquer directement. Et ben, dès l'instant où tout ça, ça ne nous est pas permis, si votre association, elle n'est pas en ligne, eh bien, c'est comme si elle n'existait pas. Hein. Donc, l'enjeu autour de la communication, c'est de pouvoir envoyer les informations pertinentes en fonction des personnes qui vont recevoir vos communications et aussi de savoir si vos communications, elles sont efficaces ou pas, hein, de manière à rectifier le tir si elles ne le sont pas. Donc, 2 bonnes pratiques en la matière. La première, j'y reviens un petit peu, mais tout à l'heure, je vous avais dit, on segmente en groupe. Eh bien, là, oui, on segmente la base de diffusion, donc de tous vos membres, hein, que ce soit les adhérents, les donateurs, etc. Et on fait le ménage, donc on supprime les adresses mail qui sont plus à jour. Aussi, quand les gens s'inscrivent, demandez-leur bien de vous donner une adresse mail qu'ils consultent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des adresses email un petit peu poubelles parce qu'ils ont peur de recevoir plein de courriers indésirables, etc. Mais dites-leur bien que vous allez leur envoyer, vous n'allez pas les spammer, vous allez juste leur envoyer la communication utile pour eux, mais du coup, vous avez besoin des bonnes adresses. Et puis, on segmente la base pour en fait vous permettre d'envoyer des communications spécifiques en fonction des destinataires. Parce que, par exemple, un donateur, eh bien, il n'a pas forcément besoin de recevoir des infos pour renouveler son adhésion, parce qu'il n'est pas forcément membre. Donc, si vous avez envie d'envoyer un mail, on segmente et on envoie une information à un groupe, une autre information à un autre. Ça ne sert à rien d'envoyer un email fourre-tout à toute la base parce que, voilà, peut-être que le donateur, il n'a pas besoin d'avoir toutes les infos sur le renouvellement d'adhésion, etc. Donc, une base segmentée, ça permet de faire ça. Et puis, une communication ciblée, c'est un gage de communication efficace. La personne, elle reçoit juste l'info qu'il lui faut. Et puis, l'information, elle n'est pas noyée dans le reste. Et puis, la deuxième bonne pratique, c'est de ne pas passer par votre boîte mail classique quand vous envoyez des mails à plus de 50 personnes et encore à plus de 30 personnes. En fait, ce n'est pas fait pour ça. Peut-être que, je ne sais pas, vous utilisez votre adresse Gmail pour envoyer, voilà, je ne sais pas, le prochain événement aux 200 membres de votre association. Mais si vous le faites, évitez pour plusieurs raisons.
Parce qu'en fait, déjà, ce n'est pas fait pour ça. Et quand vous envoyez des emails à plus de 30-50 personnes de manière récurrente, en fait, votre adresse mail, elle va être considérée comme un spammer et vos destinataires, ils ne vont plus recevoir vos mails à force puisque leur boîte, elle vous identifie comme quelqu'un qui envoie des courriers indésirables, comme si voilà, vous envoyez de la publicité à outrance, etc. Donc ça va être handicapant pour vous parce que vous envoyez, voilà, c'est peut-être des informations pertinentes, etc. Mais les boîtes mail, elles vont vous envoyer directement un courrier indésirable des destinataires. Et puis, donc pour éviter ça, on utilise un outil d'emailing qui est conçu pour ça. Et puis, dans cet outil d'emailing, on crée des listes de diffusion segmentées de ce qu'on vient de parler. Donc, des outils d'emailing, il en existe plein. Par exemple, on a le leader mondial qui est MailChimp. Et je vais vous partager le lien dans le chat. Et qui, eux, vont vous permettre voilà, de pouvoir envoyer des emails en masse, donc en masse et à plusieurs personnes en même temps. Ça va vous permettre aussi de pouvoir créer des belles newsletters. Ce ne sera pas juste du texte, vous pouvez voilà, les mettre en page, etc. Et puis, avec leur version gratuite, ça vous laisse la possibilité d'avoir jusqu'à 2000 contacts dans votre base. Donc, c'est quand même pas mal, il y a de quoi faire. Un autre outil d'emailing que vous pouvez utiliser, c'est Sendinblue. C'est le concurrent français qui, eux, ça va être la même chose, c'est fait pour, et c'est gratuit jusqu'à 300 emails par jour. Et puis, sur AssoConnect, donc le logiciel pour lequel je travaille, on a aussi un outil d'emailing qui va vous permettre d'écrire à toute votre base. Et puis, pourquoi c'est important d'utiliser un outil d'emailing et pas d'utiliser juste sa propre adresse Gmail ou son adresse Gmail qu'on a pour l'association? Eh bien, c'est pour pouvoir analyser votre communication. C'est pour savoir si ça a été efficace. Parce que quand vous envoyez un mail avec votre Gmail ou autre, Outlook, etc., vous ne savez pas déjà si les personnes l'ont reçu, si les personnes l'ont ouvert ou si les personnes l'ont lu. Alors que ça, dans un outil d'emailing, vous allez pouvoir analyser, vous allez pouvoir avoir toutes ces statistiques. Vous allez voir le taux de personnes le taux d'ouverture. Vous l'avez envoyé à 100 personnes, mais il n'y en a que 50 qui l'ont ouverte. Et puis, ça va peut-être vous dire, en fait, il y a 10 personnes qui ne l'ont même pas reçu parce que ce n'étaient pas des emails valables, etc. Donc, avoir ça, savoir si votre communication a marché, était efficace, a intéressé, etc., c'est utile parce que si vous faisiez des relances de paiement et puis que vous voyez qu'en fait, la personne, vous lui avez envoyé le mail, mais elle ne l'a jamais ouvert, vous n'allez pas relancer la personne de la même manière. Donc, voilà pourquoi c'est des bonnes pratiques d'utiliser des outils d'emailing. Ensuite, la visibilité digitale de votre association. Donc, pourquoi c'est important? Aujourd'hui, je disais ça tout à l'heure, mais c'est impossible de ne pas être présent sur Internet pour toute association qui souhaite développer son activité. Comme je disais, c'est un gage de sérieux, de crédibilité. Ça va vous permettre de promouvoir vos actions, de recruter des adhérents, des donateurs, des bénévoles. Aujourd'hui, c'est vraiment indispensable. Surtout cette année, je pense que beaucoup d'associations s'en sont rendues compte, peut-être malgré eux, mais effectivement, si on n'est pas visible sur Internet, eh bien, c'est comme si des fois on n'existait pas. Donc, c'est vraiment dommage. Et alors, 2 bonnes pratiques pour faire gagner votre association en visibilité. En fait, quand on parle de visibilité en ligne, on parle de référencement. Le référencement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est juste à quels résultats vous apparaissez dans les moteurs de recherche, donc Google, etc. Si par exemple, je ne sais pas, quelqu'un recherche club de tennis Martinique, est-ce que vous arrivez dans le haut des résultats, sur la première page? Est-ce que vous êtes sur la 10e page? Est-ce que vous n'apparaissez pas du tout, etc. C'est ça le référencement. Et être bien référencé, c'est arriver dans les résultats du haut. Et donc, le référencement, il y en a 2 types. Il y a un référencement payant, mais aujourd'hui, je vais vous donner une bonne pratique pour améliorer votre référencement gratuit, qui s'appelle référencement naturel. Et en fait, les moteurs de recherche, ce qu'ils aiment bien, c'est le contenu texte est unique. Alors, pour cela, si vous avez, donc déjà, il faut déjà avoir un site Internet, mais pour améliorer donc les résultats, le référencement de votre site Internet, ce que je vous conseille, c'est de tenir un blog. En fait, un blog,
Ça va vous permettre de créer du contenu inédit, de qualité, hein. Vous allez pouvoir raconter, je ne sais pas, le dernier événement que vous avez fait, la dernière compétition, la prochaine mission que vous organisez, je ne sais pas, hein, des interviews de membres, de bénévoles, etc. Et puis, donc, vous pouvez donc publier des articles, du contenu texte régulièrement, hein, une fois par semaine, une fois par mois. Et tout ça, ce contenu texte qui est unique à votre site internet va aider dans le référencement. Puisque les moteurs de recherche, par contre, s'ils retrouvent du contenu qui a été copié-collé, je ne sais pas, de Wikipédia, vous êtes dit, ah bah oui, ou je ne sais pas, il y a un article de presse qui est paru qui parlait de mon association, et vous copiez-collez le texte et vous le rajoutez dans votre site internet, là, vous serez complètement pénalisé. Il faut que le contenu texte soit unique à vous, à votre site internet. Et puis, pourquoi tenir un blog sur son site internet? Parce que une fois que votre site internet il est fait avec la page d'accueil, etc., c'est vrai que c'est difficile de l'alimenter parce qu'on n'a pas forcément des nouvelles choses tous les jours sur la page d'accueil, etc. Alors qu'un blog, voilà, ce que je disais, ça vous permet de raconter des histoires, des interviews, etc. Et surtout d'enrichir ce contenu texte qui est très important pour le référencement gratuit naturel. Et puis, une deuxième bonne pratique, c'est, parce que j'imagine, comme beaucoup d'associations, que vous êtes en recherche de bénévoles, enfin, c'est souvent le cas, et les associations ont souvent ce problème, hein, d'avoir un engagement, des bénévoles qui les aident. Et donc, pour trouver des bénévoles, ce que je vous conseille, c'est de poster vos annonces de recherche sur des plateformes en ligne comme Tous Bénévoles et France Bénévolat, vous les connaissez peut-être, hein, mais j'en parle pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des plateformes qui vont, j'ai partagé le lien dans le chat, qui en fait répertorient des centaines, des milliers d'associations, et puis tous les, on va dire, les postes de bénévolat disponibles. Donc, si par exemple, vous recherchez, moi, si je suis bénévole, j'ai envie d'être bénévole, mais je ne sais pas vraiment dans quelle association m'engager, etc. J'ai juste du temps, des compétences à mettre à profit. Eh bien, moi, je vais aller sur une de ces plateformes. Je vais remplir un petit questionnaire, enfin des filtres en disant, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la cause animale et l'éducation. Je suis disponible une fois par semaine le week-end. Et puis, toutes les annonces qui correspondent à mes filtres vont apparaître. Donc, potentiellement, votre association va apparaître dans ma recherche. Je vais cliquer dessus. Donc, ça va vous faire gagner en visibilité puisque vous allez être visible sur cette plateforme et potentiellement, vous allez gagner des bénévoles qui ne savaient même pas que votre association existait avant d'arriver sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en recherche de bénévoles, à poster vos annonces sur ces plateformes. Et puis, gestion comptable saine pour votre association. Hein, on ne peut pas vraiment y échapper. Pourquoi c'est important? Parce que, à moins d'avoir vraiment aucun compte en banque ni aucun flux d'argent, et votre association, elle ne va pas pouvoir se passer de compta. Donc, les enjeux, ils sont nombreux, hein, mais bon, pour n'en citer que quelques-uns, on a d'avoir la connaissance en temps réel de l'état des finances de l'association, d'avoir une certaine crédibilité et transparence vis-à-vis des financeurs actuels ou potentiels, hein, grâce à vos documents comptables, et puis potentiellement la valorisation du bénévolat. Alors, quelques bonnes pratiques associées à la compta. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais là, c'est vraiment quelques basiques que je voulais partager aujourd'hui qui vont me permettre d'assurer le minimum. Donc, tenir sa comptabilité régulièrement, ça, c'est la première. Peut-être des choses bateaux hein, que je dis, mais essayez de rentrer les saisies comptables au fur et à mesure pour éviter tout simplement de tout rentrer au moment de la clôture comptable. Hein. La clôture comptable, à la fin de l'année, on est obligé de la faire. Il y a la nouvelle année qui commence. Mais là, c'est le meilleur moyen pour faire des erreurs, d'en oublier la moitié, et puis que ça vous prenne une semaine, hein, alors que si vous le faites régulièrement, vraiment, il faut en fait. Et puis, de la même manière, faire son rapprochement bancaire tous les mois. Le rapprochement bancaire, c'est quand vous allez mettre en face la situation comptable de votre la situation comptable de votre banque face à la situation réelle de votre association dans laquelle vous avez rentré les saisies, les dépenses, les recettes.
Ça va vous permettre de détecter d'éventuelles anomalies dans votre comptabilité. Vous allez, parce que peut-être, déjà votre banque, elle vous envoie un relevé tous les mois, donc profitez-en, faites-le à ce moment-là. Et vous allez peut-être voir pourquoi sur mon compte en banque, j'ai moins 30 € qui n'apparaît pas dans ma compta de l'asso. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, en effet, j'avais oublié que j'avais un retrait automatique, etc. Là, voilà, vous allez pouvoir trouver les éventuelles erreurs, faute de saisie, etc. Et c'est quand même plus facile de le faire tous les mois plutôt qu'au moment de la clôture comptable. Ensuite, alors, vous pouvez comptabiliser les contributions volontaires en nature dans votre comptabilité. Ce n'est pas parce que il n'y a pas de flux financier associé que ça n'a pas de valeur en fait. Vous pouvez comptabiliser le bénévolat, les dons en nature, le mécénat de compétences dans les comptes de classe 8, pour rentrer dans les détails. Si jamais ces contributions, elles sont considérées comme significatives, quantifiables et valorisables. Donc, oui, ça n'aura pas d'impact sur votre compte de résultat, mais ça va apparaître dans vos documents comptables et ça peut être un argument auprès de potentiels financeurs, par exemple. Autre point que je voulais évoquer. Je vais juste demander à la personne de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Et puis, donc, si jamais vous êtes intéressé par la contribution volontaire, comptabiliser les contributions volontaires en nature, je vous partage dans le chat un article qu'on a écrit sur le blog d'Asso Connect sur ce sujet. Voilà, si jamais vous êtes intéressé pour votre association. Et puis, une autre bonne pratique, c'est d'adopter un logiciel de comptabilité adapté. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui font leur compta sur papier-crayon ou sur Excel. Et en soi, ce n'est pas grave, mais c'est juste que ça a beaucoup de limites. Parce que voilà, si c'est sur du papier, déjà, on ne peut pas vraiment le partager. Si on le perd, c'est perdu. Si on se fait voler sa sacoche, etc. Quand c'est sur Excel, c'est pareil. C'est souvent la personne qui a créé le tableau qui sait s'en servir et les autres, pas vraiment. Les tableaux Excel, c'est vraiment compliqué, peut-être qu'ils ne communiquent pas entre eux, etc. Un logiciel de comptabilité, ça va vous permettre vraiment d'éviter les erreurs, de générer des documents comptables automatiquement, ça va vous faire un gain de temps incroyable, ça va faciliter la passation quand tu as un nouveau trésorier qui arrive dans l'association. Et puis, ça va permettre aussi plus facilement le partage d'informations. Par exemple, le président, il a besoin d'avoir en temps réel une vision sur l'état des finances. Bien voilà, c'est plus facile sur un logiciel que sur d'autres méthodes. Et puis, il y a des sauvegardes automatiques, etc. Donc voilà, c'est une bonne pratique à adopter. Et des logiciels de compta, il y en a plein. Il existe des logiciels de compta pour entreprises que certaines associations utilisent. Il existe des logiciels de compta faits spécialement pour les assos. Sinon, il existe aussi des logiciels de gestion d'associations qui ont des modules de compta comme chez Asso Connect. Donc, selon les besoins de votre association, vous pouvez trouver le logiciel qui correspond, que ce soit en termes de granularité. Si vous avez une grosse fédération, peut-être qu'un logiciel de comptabilité d'entreprise, c'est plus adapté, etc. Et puis, il existe des logiciels gratuits, payants. Donc, après, c'est selon vos besoins. En tout cas, je voulais vous partager, pareil, j'ai vu qu'il y avait des trésoriers qui étaient connectés aujourd'hui avec nous. Je vous partage le lien d'un guide complet qu'on édite tous les ans, gratuit à télécharger. C'est le guide du trésorier qui a été édité par Asso Connect. Donc, n'hésitez pas à le télécharger ou à le partager au trésorier de votre association. Ça peut toujours aider. Et puis, on passe à recruter et fidéliser ses donateurs. Donc, l'enjeu autour de ça, c'est assez simple finalement, c'est de trouver des sources de financement des activités, des actions et de faire en sorte que ce ne soit pas seulement ponctuel, mais que le soutien financier des donateurs se renouvelle. Alors, les bonnes pratiques associées à cela, le premier, c'est de proposer les dons en ligne. C'est comme tout à l'heure pour les adhésions, les multiples avantages, on l'a vu, c'est plus facile, c'est plus rapide pour le donateur aussi.
Ça permet d'assurer le suivi, la trésorerie, elle est immédiate pour l'asso, c'est un peu les mêmes avantages que tout à l'heure. Et puis, pour vous donner une idée, en ce moment, les dons en ligne, ça représente seulement 12% des dons effectués. Mais pendant le premier confinement, on a enregistré au niveau de la France un bond, même une explosion des dons en ligne de 230% lors du premier confinement. Donc, c'est-à-dire que c'est une méthode, une habitude qui se développe. Donc, peut-être c'est le moment pour votre association de prendre le pas. Et puis, encore un petit chiffre qui fait réfléchir, je trouve, c'est que le don moyen hors ligne, il est de 78 €, alors que le don moyen en ligne sur Internet, il est de 132 €. Donc, on passe de 78 à 132. C'est-à-dire que les personnes qui font un don en ligne, elles donnent plus. Donc, pareil, à garder, à garder dans un coin de sa tête si votre association hésite à proposer des dons en ligne. Deuxième bonne méthode, c'est de proposer des dons récurrents. Parce qu'en fait, il vaut mieux un don mensuel d'un petit montant qu'un don ponctuel d'un gros montant. Évidemment, si vous arrivez à avoir des gros montants tous les mois, c'est encore mieux, mais finalement, c'est plus rare. Et un don récurrent, ça permet la pérennité du financement et puis c'est moins d'efforts pour le donateur. C'est toujours moins dur de dépenser 10 € par mois plutôt que de sortir 100 € une fois. Ensuite, une autre bonne pratique, c'est d'être irréprochable sur les reçus fiscaux. Si vous êtes une association d'intérêt général et que vous pouvez émettre des reçus fiscaux, c'est un levier énorme pour que les donateurs, pour que les particuliers donnent. Donc, si vous le faites, eh bien, indiquez-le. Que vous émettez des reçus fiscaux, puisque c'est 66% quand même. Donc, indiquez bien que quelqu'un qui vous donne 100 €, en fait, ça va lui coûter uniquement 34 €. Et puis, dès que c'est fait, envoyez directement le reçu fiscal au donateur. Faut que ce soit vraiment irréprochable. Il faut que vous puissiez, lui, s'il vous le redemande au moment de faire sa déclaration, etc., il faut leur rendre la vie facile, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal si vous avez choisi un logiciel de gestion, ça peut être fait automatiquement. Et puis, ça, c'est un petit peu peut-être bateau aussi, mais c'est important, même très, très important, de valoriser ces donateurs. Parce que c'est à la fois un mécanisme de fidélisation pour ceux qui ont déjà donné, pour vos donateurs actuels, et c'est un mécanisme d'incitation pour vos donneurs potentiels. Donc, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et quand je dis valorisation des donateurs, ça peut prendre diverses formes. C'est un espace dédié, par exemple, si vous avez un site internet, ça peut être un espace dédié pour les donateurs. Ça peut être, on parlait de blog tout à l'heure, vous pouvez interviewer un donateur. Ça peut être créer un événement pour eux dédié, etc. Il y a plein de façons. Et puis, enfin, la dernière partie, démarrer ou poursuivre la digitalisation de votre association. Tout dépend où vous en êtes dans ce stade-là. Les enjeux, c'est être plus efficace dans sa gestion au quotidien pour que vous gagniez du temps, pour que vous ayez plus de temps à consacrer à votre mission plutôt que de passer des heures sur des fichiers, des tableaux Excel chronophages. Et puis, de proposer à ses bénévoles ou à ses salariés des outils modernes et adaptés. Donc, premièrement, on fait le point sur ses besoins. Ça ne sert à rien d'aller chercher le dernier outil à la mode, etc. Il faut avant tout vous poser la question de vos vrais besoins. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'évoquais les logiciels comptables, il en existe plein. Donc, plutôt que de dire « Ah oui, on m'a parlé de celui-là, c'est ce qu'il me faut », non, on se pose, on prend le temps d'impliquer aussi les personnes qui sont susceptibles de travailler sur ces outils. Et puis, on se pose les bonnes questions, on identifie les tâches sur lesquelles on perd le plus de temps et de là vont naître vos besoins. On y va pas à pas. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire d'un coup parce qu'il faut vraiment falloir prioriser vos chantiers. Vous n'arriverez pas à faire tout d'un coup si vous n'avez pas forcément, par exemple, si vous n'avez pas du tout commencé à passer au digital pour votre association. Donc, on fait les choses pas à pas et on choisit le plus gros besoin et on commence par celui-là. Et puis, on teste les outils avant de payer.
parce que la digitalisation, c'est souvent grâce à des outils numériques, hein. Ça peut être voilà, investir dans Zoom, par exemple, pour faire nos AG. Ça peut être on investit dans un logiciel comptable, etc. Mais tester les outils. Évitez de foncer tête baissée sur le premier outil qui vous semble répondre à vos besoins. On va dire la digitalisation de votre asso, ça va passer par l'usage et l'appropriation des outils. Donc, on demande à tester gratuitement avant de s'engager. Et puis, on le fait tester aux personnes qui vont l'utiliser quotidiennement. Si je prends un nouveau logiciel comptable, et on demande évidemment au trésorier de le tester et on lui demande ses feedbacks avant de s'engager. Et puis, ce qu'on vous conseille, c'est il existe donc des outils qui sont déjà prêts, hein, des outils comptables pour la comptabilité ou des logiciels, voilà, ou par exemple Zoom, etc., pour plein d'outils qui sont spécialisés dans quelque chose, ou alors des logiciels de gestion globaux pour les assos. Donc, utilisez-les. Évitez de faire des développements maison parce que généralement, c'est 9 fois sur 10, si vous avez développé des usines à gaz, ça va vous coûter cher, c'est long à développer, la maintenance, c'est compliqué pour faire des updates, etc. Donc, on évite et on prend des choses qui sont déjà créées spécifiquement pour ça. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat. Ou alors, je crois que vous pouvez aussi prendre la parole directement. Donc, vous pouvez enlever la sourdine de votre micro. N'hésitez pas si vous avez des questions. Parce que voilà, je ne vois pas, mais n'hésitez pas, donc à l'oral ou à l'écrit. En tout cas, en attendant que les questions arrivent, je voulais également, donc tout à l'heure, je vous ai partagé le guide du trésorier qui a été édité donc, par AssoConnect. Je vous partage également le lien de la page où vous pouvez télécharger tous les autres guides. Le guide du trésorier, les bons outils web pour son asso, créer ou refondre le site internet de son asso, le guide de la communication de votre asso et mener un projet digital de grande ampleur pour son asso. Donc, on a 5 guides gratuits à télécharger. N'hésitez pas à aller les consulter. Alors, ça me pose la question, pourra-t-on retrouver votre intervention quelque part? Alors, il me semble que oui, le Forum de la Martinique cette intervention est enregistrée. Donc, normalement, les replays vont être disponibles. Oui, voilà, c'est Stéphanie. Bonjour Mathilde. Bonjour. Juste pour vous confirmer à tous, déjà vous remercier d'avoir assisté à cette présentation. Et effectivement, l'ensemble des interventions seront disponibles. Donc, on vous fera un mail pour vous envoyer à tous l'accès à la chaîne YouTube qui est en construction, de manière à ce que vous puissiez revisualiser l'ensemble des présentations de la journée et de celle de demain aussi. Voilà. Super. Merci beaucoup, Stéphanie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je repartage le lien, pareil, du blog d'AssoConnect. J'ai mentionné plusieurs fois, je vous ai partagé des liens, notamment sur comment comptabiliser les contributions en nature, etc. On poste des articles toutes les semaines, donc c'est une très bonne ressource pour les assos. N'hésitez pas. Ce n'est pas du tout fait uniquement pour nos clients, hein, donc c'est ouvert à tous. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et puis, si jamais certaines personnes sont intéressées par notre logiciel, vous pouvez le tester gratuitement pendant 30 jours. Donc, voilà, voici le lien. En tout cas, comme je ne vois pas d'autres questions, écoutez, je vais vous remercier chaleureusement d'avoir été avec moi ce matin. J'ai été ravie de vous proposer cette formation. Et puis, vous avez donc mon contact qui apparaît à l'écran. Et puis, je vais vous souhaiter une belle journée et puis profitez bien de toutes les autres interventions. Merci. Bonne journée. Au revoir.